Webinaire d'ici quelques secondes. J'aimerais juste m'assurer que vous, de votre côté, vous m'entendiez bien. Alors n'hésitez pas, vous avez un chat à votre disposition. Alors si vous êtes avec le client Mikogo, il faut juste réduire la fenêtre Mikogo et vous devriez avoir un autre petit client en fait avec un chat à votre disposition. Donc n'hésitez pas à me dire si tout est ok niveau son. Alors nous allons commencer. Normalement là vous devriez m'entendre. Si, assurez-vous d'avoir branché bien entendu votre casque micro, écouteur, enceinte et compagnie. Alors n'hésitez pas, si vous avez d'ailleurs des questions lors de ce webinaire, n'hésitez pas à les poster du coup directement sur le client Mikogo. Dès que je pourrai, en fait, on fera une petite pause pour répondre effectivement aux questions. Et ça, vraisemblablement, ça sera plutôt sur la fin de ce webinaire. Alors, bonjour à tous, comme d'habitude je me présente, donc je suis Michael Pereira, chargé donc du support technique, responsable technique aussi en fait chez CNR Informatique pour l'ensemble des produits Kerio. Aujourd'hui le webinaire donc, va reposer sur Kerio Control et plus particulièrement justement comment apprendre les bonnes pratiques finalement avec Kerio Control pour sécuriser au mieux votre réseau informatique. Alors ce webinaire, je vous cache pas qu'il aura quelques slides quand même assez basiques. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions un peu plus avancées en fait, niveau même sécurité en matière générale dans l'informatique, n'hésitez pas à les poster directement depuis le chat Mikogo et je ferai un plaisir d'y répondre. Alors, ce que nous allons voir déjà dans un premier temps, c'est un aperçu de Kerio Control et les différentes fonctionnalités en fait que possède cette appliance. Ensuite, nous reparlerons brièvement des différents webinaires que nous avions eus en fait cet été, qui était une série de trois webinaires justement sur les menaces informatiques qu'on peut rencontrer quotidiennement. D'ailleurs qui ont été uploadés sur notre chaîne YouTube pour ceux qui ne les auraient pas encore vus. Ensuite, donc nous allons voir comment sécuriser au mieux votre réseau Kerio Control donc à l'aide de l'appliance. Et ensuite, donc on passera à la question-réponse, bien entendu. Aperçu de Kerio Control. Donc Kerio Control, c'est un UTM, donc l'acronyme pour Unified Threat Management, sans complexity. Effectivement, la grande force des produits Kerio, notamment, pas seulement que pour contrôle, c'est vraiment d'avoir une interface d'administration vraiment simplissime, de façon à ce que vous perdiez le moins de temps possible finalement à la maintenance de votre appliance. Donc c'est une véritable force en fait chez Kerio Control, notamment après pour le troubleshooting. Effectivement vous avez accès après à des logs vraiment simples, tout est vraiment alors, je vous cache pas qu'il faut quand même un minimum s'aventurer dans les logs et essayer de les comprendre pour commencer à faire véritablement du troubleshooting avancé. Mais voilà, vous avez tout à votre disposition en tout cas pour le faire. Donc Kerio Control bien entendu est un UTM, donc qui dit UTM il a sa sonde IDS IPS.
Donc Next Generation Firewall et Router. Alors vous avez vu qu'à la dernière version là, de Carrier Control, nous avons maintenant la nouvelle fonctionnalité qui est l'Application Awareness. Donc Carrier Control va directement aller détecter certains trafics finalement, certains trafics correspondant à une application ou un type de trafic défini. Par exemple Skype. Skype effectivement, donc il va utiliser par exemple le HTTPS, mais par contre il va se connecter sur différents serveurs, par exemple Sky lors de l'authentification, ensuite Skype pour le serveur de data, donc ça va engendrer comme ça plusieurs connexions, et Carrier Control, selon ce type de trafic défini, il va effectivement décider que ce trafic là c'est Skype, ce qui vous permet quoi, c'est d'ensuite d'aller pouvoir le bloquer bien entendu depuis le filtrage de contenu, ou y mettre tout simplement des règles de bande passante. Niveau protection, en plus de la sonde IPS, nous avons effectivement donc l'antivirus, donc qui va venir scanner aussi bien l'HTTP, FTP que SMTP. Donc ça qui est une option payante chez Carrier Control, donc basée sur le moteur antiviral Sophos. Secure VPN, alors dans Carrier Control finalement avec votre licence cela inclut donc gratuitement le serveur VPN avec les différents clients VPN, notamment Tunnel VPN, Tunneling VPN également qui est gratuit, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs chez d'autres concurrents de cette UTM. Donc c'est ce que je disais effectivement niveau application filtering avec la nouvelle fonctionnalité de l'application awareness qui va vous permettre finalement de détecter simplement un certain type de trafic. Donc je parlais de Skype, mais ça peut être par exemple la VoIP, mais ça peut être aussi tout ce qui est peer-to-peer, et vraiment vous avez une large gamme de toute façon de catégories pour venir filtrer et limiter la bande passante pour ce type de trafic, ou en réserver, ça peut être intéressant. Unmatched Quality of Service, alors je vais juste m'occuper de couper quelques micros, effectivement, tac, ok. Quality of Service, donc ça c'est pour les réglages de bande passante sur votre appliance Carrier Control. Là-dessus en fait vous avez donc la possibilité de créer simplement, encore une fois depuis une interface d'administration vraiment simpliste que l'on verra de toute manière là juste après, pouvoir créer vraiment des règles de bande passante efficacement, rapidement sur votre appliance. Et enfin, la dernière spécificité de Carrier Control, c'est ces différents modes de déploiement. Donc Carrier Control existe aussi bien sur un environnement virtualisé avec sa Virtual Appliance pour VMware et Hyper-V. Vous avez sinon autrement le format ISO pour Carrier Control. Donc tout simplement si vous voulez installer Carrier Control sur une machine dédiée. Dans ce cas, aussi bien que d'ailleurs pour la virtual, mais aussi bien même pour la Hardware Appliance. Donc vous avez directement un OS basé sur Linux qui est bundlé du coup avec Carrier Control. Et enfin le dernier type de déploiement donc qui est l'Hardware Appliance. Donc vous avez maintenant 3 boîtiers à votre disposition, la V100, la NG100 pardon, NG300 et NG500. Alors passons maintenant finalement aux différentes catégories de ce webinaire. Donc là on va parler effectivement donc du premier webinaire qui a eu lieu en fait cet été lors des 3 webinaires, en fait une série de webinaires consacrés finalement aux menaces informatiques que vous pourriez rencontrer quotidiennement sur votre réseau. Et ce premier webinaire était un webinaire justement pour savoir, en fait on allait se poser les bonnes questions pour savoir si tous vos appareils dans l'enceinte de votre réseau informatique sont correctement protégés. Alors il faut savoir qu'effectivement les hackers, les différents scripts même automatiques qu'on pourrait rencontrer sur internet, les spams, tout ce qui est spam finalement que vous avez pu rencontrer par exemple avec des URL falsifiées, etc. Il faut savoir que principalement les targets, les cibles en fait les plus courantes sont les routeurs et modems. Tout simplement pourquoi? C'est parce qu'on rencontre encore beaucoup chez des clients
chez dans différents sites, on rencontre parfois des petits routeurs avec les logins par défaut lors de l'installation. Comme là vous pouvez le voir dans la petite capture d'écran, effectivement, donc là on peut voir que vous savez, quand vous retournez votre routeur modem, vous avez toujours en fait le username par défaut à l'installation. Alors il faut savoir que vous avez une multitude d'attaques sur internet qui sont dédiées à ça, c'est-à-dire que cette attaque va essayer tout simplement de se loguer sur votre appliance avec les credentials admin. Donc effectivement, la plupart du temps, ça ne va pas marcher, mais si ça marche, alors là, le hacker peut accéder ensuite à votre appliance, donc routeur, et donc là, il peut faire absolument ce qu'il souhaite en fait sur votre réseau informatique. Donc pour contrecarrer ce genre de menaces, effectivement, la première chose, c'est bien entendu de modifier le mot de passe par défaut. De désactiver en fait l'accès à distance à votre interface d'administration, notamment si jamais votre routeur, en fait, on peut y accéder en HTTP. Bien entendu, il est recommandé d'utiliser plutôt à chaque fois systématiquement le port sécurisé, au moins le HTTPS. Lors de ce webinaire, on avait parlé aussi en fait des Internet of Things pour les différents appareils. Alors, qu'est-ce que sont les appareils Internet of Things? C'est tout simplement en fait les appareils que maintenant on peut rencontrer en fait dans un réseau informatique. Ça peut être aussi bien par exemple tout ce qui est devices de monitoring, par exemple une caméra de sécurité. Il faut savoir que maintenant les caméras de sécurité IP d'aujourd'hui sont généralement couramment en fait raccordé à un cloud, généralement du fournisseur de cette caméra IP, où des données, par exemple le flux stream vidéo, va être acheminé en fait vers cette plateforme en fait du fournisseur de cette caméra IP, tout simplement pour pouvoir y accéder depuis l'extérieur plus simplement. Il faut savoir que c'est tous ces petits appareils en fait avec finalement de l'électronique embarquée, de l'informatique embarquée, qui se connectent sur Internet, sont aussi source d'attaques monnaie courante. Pour cela, on avait vu effectivement, ce qu'on va voir d'ailleurs dans les prochaines slides, c'est bien entendu d'essayer au maximum de segmenter votre réseau informatique de façon à aller isoler justement ces appareils, ces petits appareils qui ont tendance à se connecter automatiquement sur Internet. Et donc ensuite, bien entendu, après avoir segmenté votre réseau, c'est de restreindre les accès de ces appareils en fait dans l'enceinte interne, dans l'enceinte de votre réseau informatique. Et don't trust your guests, donc effectivement ne faites pas confiance systématiquement aux invités. C'est ce qu'on va voir en fait avec l'interface guest de Carrio Control. Le deuxième webinaire lors de cette série justement sur les attaques qu'on a vu cet été, là se reportait justement sur tout ce qui est source de spam et d'attaques DDoS dans l'enceinte de votre réseau informatique, et comment au final au mieux aller contrecarrer ce type d'attaques qui sont aussi monnaie courante. L'attaque DDoS qui est vraiment l'attaque la plus connue finalement sur internet, la plus utilisée, tout simplement pourquoi, c'est que au jour d'aujourd'hui l'attaque DDoS, on ne sait toujours pas comment se protéger à 100%. C'est limite impossible. Il faut savoir que effectivement les hackers par défaut ils sont quand même systématiquement motivés finalement par un gain d'argent. Donc typiquement vol de données, etc. ou sinon rançon, comme on peut voir par exemple avec les ransomware. Les bonnes pratiques, finalement, pour éviter au mieux ce type d'attaque monnaie courante, et systématiquement en fait ce type d'attaque évolue parce que les hackers donc vont aller chercher de nouveaux exploits, de nouveaux bugs finalement dans les firmware des différents devices que vous pourriez avoir dans l'enceinte de votre réseau informatique. Et du fait que systématiquement ils sont à la recherche de nouveaux bugs avec les nouveaux patchs, c'est systématiquement de mettre à jour vos appliances. Alors depuis les dernières versions d'ailleurs de Carrio Control, maintenant vous avez la possibilité que Carrio Control se mette automatiquement à jour. Donc ça peut être vraiment une bonne idée. Alors on verra de toute façon ça, comment le mettre en place dans les slides suivantes.
Encore une fois, segmentez votre réseau, etc., etc., et monitorer, surveiller votre réseau et être à l'affût systématiquement de comportements bizarres qui pourraient arriver. C'est pourquoi on va voir ensuite avec les logs qu'est-ce qu'on peut voir finalement dans Kerio Control. Et le dernier webinaire de cet été sur les menaces informatiques reposait justement sur comment diminuer au maximum le risque de ransomware dans votre réseau informatique. On avait vu effectivement les différentes méthodes d'infection, en tout cas les plus courantes. Donc on avait vu que c'était les fameux spams, les fameux emails notamment, mais on avait vu quoi d'autre? On avait vu les softwares piratés, donc tout ce qui est logiciel piraté, par exemple tout ce qui se retrouve dans les bases de données de torrent. Donc si vous avez quelque chose à faire, à bloquer sur votre réseau, c'est principalement déjà en premier bloquer le peer-to-peer. Ça peut sembler bête, mais effectivement, bon, sait-on jamais, des fois des utilisateurs sur votre réseau qui auraient tendance à profiter peut-être de la fibre optique de la société. On avait vu aussi que les attaques, en fait, les risques d'infection par ransomware arrivaient aussi beaucoup avec les différents plugins qu'on pourrait trouver sur les navigateurs web. On avait vu notamment des failles de sécurité au niveau de Flash Player. Donc le Flash Player qui est une véritable passoire, soyons honnêtes, c'est une véritable passoire. C'est pas forcément de la faute d'Adobe sur le développement du Flash Player, c'est surtout que c'est son méthode finalement d'intégration c'est sa méthode d'intégration avec votre navigateur web qui finalement rend cet applicatif complètement passoire. Donc c'est ce qu'on a vu lors de ce webinaire. Donc mettre à jour aussi le Flash Player, ça peut sembler bête, mais ça peut être vraiment parce qu'on avait vu notamment que le Flash Player c'est l'application en fait parmi même les OS, que ce soit Windows, Linux, Mac OS X, mais aussi parmi toutes les applications qu'on pourrait retrouver, par exemple Skype, le Flash Player c'est vraiment le top niveau, c'est le top 1 finalement du nombre de vulnérabilités qu'on pourrait avoir, et donc notamment l'infection par ransomware. Les fakes updates, alors effectivement les fausses updates, donc c'est pourquoi on ne va pas demander aux utilisateurs de votre réseau informatique de mettre automatiquement à jour ou même manuellement en fait à jour leurs applications. On va plutôt réserver ça à l'administrateur réseau qui va pouvoir déployer lui ses propres updates des logiciels. Parce que tout simplement il aura déjà testé au préalable. Donc quand on dit faux update, c'est typiquement en fait les sites falsifiés, par exemple un site falsifié justement du Flash Player qui ne téléchargera pas finalement cette mise à jour, mais plutôt un virus type ransomware, malheureusement. Et le malvertising, effectivement, donc ça c'est aussi un véritable fléau, comme vous pouvez le voir par exemple, je sais pas si vous avez un Android, mais c'est le cas maintenant de plus en plus aussi sur iOS. Un Android, et vous naviguez sur certains sites web, vous allez des fois tomber sur des pop-up qui vont s'afficher dans tous les sens. Alors ça ne veut pas forcément dire que le site web en fait a été attaqué et que ces pop-up proviennent de ce site web, etc., etc. Généralement, 100% des cas, en fait, ça vient justement du réseau de publicité. C'est-à-dire que sur les sites web, vous avez effectivement des bannières de publicité. Et il faut savoir que ces bannières de publicité en fait changent automatiquement et ils sont interconnectés avec un réseau de publicitaires avec qui le site web a fait un partenariat. Et le problème c'est que ce réseau publicitaire se fait hacker de plus en plus et donc parfois en fait tout simplement les hackers quand ils s'infilent dans ce réseau publicitaire vont essayer de vous injecter du code directement de par ces publicités. Et bien entendu, certaines publicités vont utiliser le Flash Player qui lui-même a déjà été piraté, etc. etc. Donc faire attention effectivement aux publicités, et c'est pour cela d'ailleurs que sur Kerio Control, vous pouvez bloquer certaines publicités de navigateurs web. Donc pour cela, effectivement, vous avez la sonde IDS, déjà dans un premier temps, qui va venir finalement bloquer ce type d'attaque monnaie courante qu'on pourrait voir, donc d'où l'importance finalement d'avoir cette sonde IDS dans un UTM.
Et je répète encore une fois, une IDS, une EPS à jour avec ses bases de données à jour, l'antivirus et ensuite le filtre de contenu, l'histoire de limiter au maximum ce genre de site web. Maintenant, comment sécuriser votre Carrier Control? Donc, on a vu dans un premier temps sécuriser votre réseau informatique et ne pas avoir un réseau informatique de design plat, donc ce qu'on appelle flat network, parce que dans ce genre de design, vous êtes sûr d'avoir un réseau, on va dire, insecure, enfin non sécurisé, si jamais tout simplement il y a l'une de votre appliance qui se fait pirater, hacker, etc. Donc à partir du moment où cette appliance est dans votre réseau, le hacker est maintenant dans votre réseau et va pouvoir s'atteler à hacker, ensuite à pirater les différents devices qui sont finalement dans la même plage réseau. C'est pourquoi effectivement, on va vous recommander de plutôt venir finalement segmenter votre réseau de cette façon. Vous avez votre hardware appliance, par exemple de Carrier Control. Vous allez dédier, bien entendu, systématiquement un port pour chacun des sous-réseaux. Donc, c'est-à-dire votre réseau informatique, vous allez le découper en plusieurs sous-réseaux, où chacun de ces sous-réseaux va venir comporter finalement, contenir un certain type d'appareil de votre réseau informatique. Le premier, en partant de la droite, ça va être par exemple le sous-réseau qui va être dédié au serveur. Là où vous allez mettre tous vos serveurs finalement, que ce soit Active Directory, aussi bien mail serveur, etc., etc. Le deuxième réseau qui va être plutôt pour le LAN pour les utilisateurs, donc c'est là où on va retrouver tout ce qui est PC client, workstations et aussi bien que les imprimantes. L'autre port par exemple sur votre hardware va venir contenir plutôt finalement tout ce qui est Devices Internet of Things, donc tous les petits appareils finalement qui auraient tendance à se connecter sur internet automatiquement, tout simplement parce qu'ils en ont besoin, et par exemple un autre sous-réseau dédié par exemple à votre interface guest, donc l'interface invitée. Donc cette interface invitée est dédiée par exemple à une connexion Wi-Fi qui sera dédiée systématiquement aux invités, protégée ou non d'ailleurs par un mot de passe. Alors on va pouvoir voir que si vous dédiez par exemple vraiment un Open Wi-Fi, un Open Spot Wi-Fi, vous pouvez quand même mettre un mot de passe ensuite sur le Carrier Control de façon à ce que les utilisateurs doivent quand même se loguer à l'authentification au moment de l'ouverture en fait d'une page web. Donc voilà, c'est ce que je disais effectivement, donc mettre en quarantaine, au final découper votre réseau informatique en plusieurs réseaux, donc va permettre c'est ça, d'isoler en fait, de mettre en quarantaine vos différents devices. Et ensuite, donc c'est d'établir bien entendu après les règles de trafic, vraiment bien définies pour chacun des sous-réseaux. Par exemple, effectivement, ce groupe de workstation a besoin d'accéder à tel serveur sur l'autre sous-réseau. Donc après, c'est à vous de définir les différents ports d'ouverture, etc., etc. Là dans notre exemple, vous pouvez voir un exemple finalement d'un réseau du coup segmenté. Vous pouvez voir le premier réseau LAN où là par exemple le réseau donc en 10.10.10.1, celui-là contient donc tout ce qui est workstation et imprimante. Vous pouvez voir qu'ensuite l'interface du dessous, donc vous avez le VPN serveur. Ensuite, vous avez l'interface guest, lui qui va être en 10.10.41. Donc ça va être vraiment dédié au hotspot Wi-Fi pour les invités. Quand je dis hotspot Wi-Fi, ça peut être aussi Ethernet, pourquoi pas. Vous pourriez très bien avoir, je sais pas, sur une table de formation, des ports Ethernet sur lesquels vos invités pourraient se connecter, par exemple. Alors du coup, ça, si c'est open, bien entendu, puisque c'est open, vous pouvez quand même après par la suite mettre un mot de passe sur le Carrier Control pour le guest interface de façon à ce que l'utilisateur, même s'il se connecte en Ethernet, a besoin quand même d'un mot de passe pour le login. Et ensuite, donc dans le groupe autre interface, vous avez la DMZ. Cette DMZ sera consacrée plutôt pour les serveurs. Et ensuite, vous allez avoir une autre interface, donc appelée IoT LAN, donc pour tout ce qui est Internet of Things Devices.
Voilà l'exemple. Alors bien entendu, si jamais par exemple vous êtes sur une NG100 et que vous avez que 3 ports du coup, déjà il va y avoir un port qui va être dédié forcément, j'imagine, à une connexion internet, donc il vous restera uniquement que 2 ports. Dans ce cas-là, bien entendu, vous pouvez procéder en découpant un port en plusieurs VLAN. Donc comme je disais tout à l'heure, pour l'interface invitée, donc ça va vous permettre finalement de venir directement segmenter cette interface invitée. Alors petite particularité à savoir pour l'interface invitée, il faut faire attention, si vous consacrez une interface et vous le mettez dans le groupe interface invitée, cette interface aura uniquement accès à Internet et à aucune ressource réseau d'une autre interface. Par exemple, du coup, les invités ne pourront pas accéder, par exemple, à une ressource d'un serveur de fichiers, par exemple, sur votre réseau. Même si vous mettez une règle de trafic en place, cela ne fonctionnera pas. Tout est une histoire en fait de licensing pour le coup, parce que, bien entendu, tous les invités qui se connecteront sur le guest interface ne seront pas comptabilisés dans votre licence. Donc vous avez autant de guests, autant d'invités que vous souhaitez sur cette interface. Et comme vous pouvez le voir, donc, vous pouvez assigner un mot de passe pour cette interface, par exemple si vous êtes en Open Hotspot Wi-Fi ou que certains de vos utilisateurs peuvent se connecter en Ethernet, par exemple sur une table d'une salle de formation, une salle de réunion. Donc dans cette slide là on va voir effectivement les différentes best practices en fait, ça c'est en fait grosso modo quand même les règles de trafic par défaut à l'installation d'un Carrier Control. Donc là la première règle, donc pour les différentes interfaces, ça va permettre uniquement l'accès à Internet. Donc on peut voir dans cette règle là, dans la colonne source, on va avoir donc tout ce qui est interface locaux, interface réseau locaux, ensuite après interface guests, on va voir l'interface DMZ pour les serveurs et le LAN Internet of Things. Et en destination, donc nous avons Internet, en service Any, donc tous les services, actions permettre, et nous avons ensuite la translation NAT, donc le source NAT tout simplement pour pouvoir accès à Internet avec le source NAT pour les différents hosts. Ensuite, nous avons la deuxième règle de trafic. Là, donc, c'est pour l'accès finalement aux différents services du firewall. Alors là, on peut voir dans cette règle d'ailleurs que tous les services sont autorisés pour le firewall, pour les différentes interfaces, les mêmes en fait. Donc interface locale, guest interfaces, DMZ et IoT-LAN. Pour les guest interfaces, par exemple, bien entendu, eux auront besoin du firewall. Donc pour ce qui est DHCP déjà dans un premier temps, mais aussi bien DNS pour la résolution DNS. Étant donné que les guest interfaces ne pourront pas faire une résolution DNS par exemple sur un serveur, un Windows Server qui aurait le rôle de DNS, étant donné que lui va se retrouver justement plutôt en DMZ. Or on a dit qu'il ne peut pas, le guest interface, accéder justement aux autres interfaces locales. Donc voilà, il faut absolument que ce soit le contrôle qui fasse le DHCP pour le guest interface, et aussi bien que pour le DNS d'ailleurs. Ensuite, donc là on peut voir tout simplement l'autre règle de trafic, ça c'est le règle de trafic, ce qu'on appelle la règle de trafic firewall, c'est tout simplement permettre au firewall d'accéder à tout et à n'importe quoi dans l'enceinte du réseau. Et ensuite, donc c'est la dernière règle. Alors l'avant-dernière règle, ça c'est pour le reverse proxy. Par exemple pour tout ce qui est devices Internet of Things. Donc ça c'est par exemple tout ce qui est devices Internet of Things qui aurait besoin finalement d'un accès à distance. Donc vous par exemple vous êtes à distance et vous voulez accéder à une caméra de sécurité en interne sur le site
par exemple de la société, à ce moment-là, vous devez vous connecter sur le Internet of Things. Donc le Internet of Things qui a probablement un web server, un serveur web pour l'accès à son interface web. Pareil, donc après pour les autres serveurs DMZ, par exemple si vous hébergez tout simplement un site web, donc dans ce cas-là, il ne faut pas oublier d'activer cette règle-là qui va permettre ensuite donc au reverse proxy qui est inclus gratuitement dans votre Carrier Control de venir rediriger, router le trafic selon le hostname en fait en source. Parce que bien entendu, par défaut, vous pouvez natter qu'un host, en fait, qu'une adresse IP publique pour une IP locale. Avec le NAT en HTTP ou HTTPS, et le reverse proxy va vous permettre de faire cela et va reconnaître en fait le hostname qui a été tapé au début et va le rediriger en fait vers le bon host dans le cas où vous hébergez plusieurs sites web ou plusieurs Internet of Things avec des interfaces web accessibles. Et ensuite, la dernière règle, bien entendu, qui est créée par défaut, qui n'est pas supprimable, on ne peut pas la supprimer cette règle-là, c'est tout simplement bloquer tout autre trafic qui ne matcherait pas les règles précédentes. Donc voilà, ça c'était pour faire un petit blabla finalement sur les règles de trafic et les différentes configurations. Comment garder son système à jour de Carrier Control? Et bien entendu, c'est d'activer les mises à jour automatiques sur votre Carrier Control. Donc là on peut voir pour le software update depuis les dernières mises à jour de Carrier Control, maintenant vous avez les possibilités de dire à votre appliance de se mettre automatiquement à jour. Bien entendu, j'imagine que vous ne voulez pas par exemple que votre appliance se mette à jour en pleine journée durant la production, hein, pendant que les utilisateurs sont en train de travailler, sinon ça risque de poser quelques problèmes. Donc vous pouvez définir certaines plages horaires durant laquelle le Carrier Control va se mettre automatiquement à jour. Donc venir télécharger le nouveau build et l'installer automatiquement. Bien entendu, il est préférable de le faire durant la nuit. Donc vous pouvez voir que vous pouvez cocher, donc en cochant ça, et ensuite en définissant dans le menu déroulant votre plage horaire que vous aurez déjà définie au préalable. Par exemple, on peut voir dans cette plage horaire, on peut voir donc du coup que les mises à jour de Carrier Control auront lieu systématiquement tous les jours de 2h à 3h du matin. Gardez votre sonde IPS et antivirus à jour, comme on parlait tout à l'heure pour les différentes attaques via le Flash Player, via notamment les sites de publicité, hein, le malvertising, avec les sites donc, de advertising, c'est de mettre régulièrement à jour, enfin de façon automatique de toute manière, vos sondes IPS et antivirus. Par défaut, à l'installation, donc normalement la sonde est réglée pour les mises à jour automatiques à 8 heures il me semble. Alors pour les plus paranoïaques, par exemple comme moi des fois, effectivement, donc vous pouvez baisser cet intervalle de mise à jour et vous pouvez le baisser par exemple à 1 heure. Donc systématiquement toutes les heures, Carrier Control va aller voir si une nouvelle base de données est disponible pour le téléchargement. Donc monitorer finalement votre réseau informatique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à la recherche de comportements suspects sur votre réseau. Pour cela, dans Carrier Control, tout de suite vous avez les logs qui sont assez bien définis. Donc vous avez le security log, le filter log, mais vous en avez encore bien d'autres. Le web log pour tout ce qui est action HTTP, requête HTTP. Le warning log, donc vous avez aussi après le error log et compagnie. Dans le security log, donc vous allez retrouver en fait justement toutes les attaques qui ont été déjouées par votre sonde UDP, votre sonde IDS. Par exemple, donc vous pouvez voir que toutes ces lignes-là commencent par IPS. Par exemple, pour la première ligne, on peut voir effectivement donc alert severity medium pour la rue ID et le numéro suivant. Il faut savoir que la sonde IDS fonctionne comme ça. Donc, comme en fait un antivirus finalement possédant une base de données antivirale avec des signatures antivirales. Celle-ci possède aussi en fait
un nombre de ce qu'on appelle donc rule ID, des règles ID définies par un certain numéro qui vont définir en fait une attaque bien précise. Etc., etc. Donc ensuite, après, vous pouvez voir que en bas, vous avez aussi la sonde IPS, vous avez un packet drop, Severity Blacklist, tout simplement parce que la sonde IDS a repéré qu'une adresse IP particulière, essayant par exemple de rentrer dans votre réseau informatique, était blacklistée par la communauté finalement Snort, étant donné que la sonde donc IPS, pour les plus curieux, de Carrier Control est basée en fait sur Snort. Et ensuite donc vous avez le filter log. Le filter log, en fait, là où vous pouvez voir finalement les choses qui ont été filtrées tout simplement par votre Carrier Control. En l'occurrence, donc vous pouvez voir ici des drops, donc c'est-à-dire des éliminations de paquets, donc des paquets entrants ont été écartés, rejetés par le Carrier Control. Tout simplement, on peut voir par exemple sur la deuxième ligne du filter log, on voit illegal TCP ports in packet header. Généralement, quand il y a une détection de paquets illégaux, ce qu'ils appellent illégaux, ça c'est écarté en fait par les inspecteurs de protocole. Les inspecteurs de protocole qui sont réglables depuis justement les règles de trafic. Si vous allez dans votre menu de règles de trafic, vous faites un clic droit sur une des en-têtes de colonne pour l'afficher, parce que par défaut elle n'est pas affichée. Vous allez sélectionner la colonne, cocher la colonne inspecteur de protocole, et vous allez pouvoir voir que pour chacune des règles de trafic, systématiquement tous les inspecteurs de protocole sont activés. Ces inspecteurs de protocole vont permettre en fait à Carrier Control de venir analyser chacun des paquets. Par exemple un paquet HTTP, ce paquet va être analysé par l'inspecteur de protocole, et cet inspecteur de protocole va tout simplement voir si ce paquet a été formaté de façon standard. S'il va respecter par exemple une RFC, ou s'il va respecter finalement un standard de type de paquet HTTP. Si jamais donc ça c'est respecté, ok, aucun problème. Si jamais finalement il trouve que ce paquet est mal formaté, suspicieux ou bizarre, là tout de suite ça va être éliminé. Donc comme on peut voir dans le filter log. Donc toujours pour surveiller votre réseau, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? C'est bien entendu aller activer les alertes et notifications de Carrier Control. Donc maintenant Carrier Control, quand vous allez dans donc il faut aller dans Accounting and Monitoring, dans l'onglet paramètres des alertes. Maintenant vous pouvez configurer tout un tas d'alertes différentes. Alors vous en avez pas mal, que ce soit pour les accès peer-to-peer sur votre réseau informatique détecté, vous pouvez faire une alerte pour ça. Donc vous allez recevoir automatiquement, quand vous mettez ça en place, une alerte avec l'adresse IP par exemple d'un des postes sur votre réseau qui aurait tenté d'accéder par exemple à du torrent, à du peer-to-peer. Et donc bien entendu après vous pouvez aller taper sur les doigts de l'utilisateur en question. Mais ça après je vous laisse régler ceci avec l'utilisateur. Et donc après, vous pouvez voir que vous pouvez cocher tout un tas d'alertes. Ça peut être par exemple le nombre de connexions par un hôte qui aurait été atteint, etc., etc. Ce qu'on va voir juste après d'ailleurs. Ou par exemple lors d'un virus détecté. Qu'est-ce que vous pouvez voir notamment aussi donc pour surveiller votre réseau informatique, c'est d'aller utiliser, moi personnellement c'est ce que j'utilise beaucoup d'ailleurs, même des fois plus que les logs, parce que mine de rien il y a quand même pas mal d'informations dedans. C'est le menu hôte actif et connexion active. Dans le menu Active Host, donc connexion active, vous pouvez donc sélectionner directement un hôte en particulier, et ensuite en bas vous avez différents onglets. Donc vous avez un onglet par exemple Activity, c'est ce qu'on voit là. Activity, donc c'est tout simplement l'activité en cours sur l'hôte. Donc ça peut être aussi bien une activité, une action de téléchargement, comme on peut voir tout en bas, mais ça peut être aussi par exemple donc une action tout simplement HTTP connexion, par exemple à un certain site. Donc là on voit une connexion HTTP sur le site salesforce.com.
ou notamment un type qui a été catégorisé, par exemple instant messaging. Donc là on peut voir effectivement que cette hôte là utilise par exemple un client Jabber pour se connecter en fait à un serveur de messagerie instantanée. Mais vous avez aussi après l'onglet connexion, où dans l'onglet connexion vous allez pouvoir voir exactement toutes les connexions actives pour cette hôte. Donc je préfère des fois utiliser même du coup le menu active host que connexion active, parce que vous avez aussi en réalité les connexions actives en fait dans chacun des autres actifs, hein. Et donc par cela, dans la connexion active, vous allez pouvoir voir cette connexion a matché telle règle de trafic et à matcher par exemple telle règle de bande passante. Donc par exemple, si vous avez un problème, vous vous dites je comprends pas, j'ai fait une règle de bande passante, mais j'ai pas du tout, ça a pas du tout l'air que le trafic est soit bridé ou réservé comme je l'ai mis en place. Dans ce cas-là, vous pouvez aller justement dans l'hôte active, dans connexion, et là vous allez voir effectivement si cette connexion active matche bien la règle de bande passante. Si ça matche pas la règle de bande passante, vous avez la réponse à votre question, c'est que tout simplement le Carrier Control, pour lui, considère pas que cette connexion rentre dans la règle de bande passante que vous avez créée. Donc là, il faut revoir la règle de bande passante et revoir finalement le type de trafic matché, tout simplement. Vous avez aussi le monitoring, la console de statistiques, connue maintenant de Carrier Control, où là vous allez pouvoir voir finalement toutes les activités des utilisateurs depuis cette console de statistiques, le nombre de données téléchargées concernant un certain type de trafic, le nombre de sites web visités, combien de temps l'utilisateur est resté sur un site web, combien de clics, etc., etc. Maintenant, on va voir effectivement quelles sont les fonctionnalités incluses dans Carrier Control pour pouvoir venir bloquer des activités, des actions disruptives. Le premier, encore une fois, donc la sonde IPS qui va venir, donc comme je l'avais dit plusieurs fois maintenant, venir contrecarrer des attaques réseau les plus connues sur Internet. Il va filtrer aussi bien un type de trafic, mais aussi bien des adresses IP, etc., etc. Le réseau peer-to-peer, ça peut être une bonne idée systématiquement de venir finalement le bannir de votre réseau informatique, étant donné que le réseau peer-to-peer, c'est la porte ouverte, si les utilisateurs font n'importe quoi, à venir télécharger des logiciels contenant des virus, tout simplement. Si vous allez voir sur votre interface Carrier Control, vous avez un menu Security Settings, donc paramètres de sécurité, et vous avez un onglet limite de connexion. Alors à quoi sert finalement cette limite de connexion? C'est tout simplement pour écarter en fait tout ce qui est attaque DOS. Les attaques DOS, donc en anglais Denial of Service, déni de service en français, cette attaque qui est la plus finalement courante et la plus connue sur Internet, cette attaque consiste finalement à venir se connecter avec un nombre inimaginable de connexions sur un certain host. Cet host va subir tellement de connexions entrantes finalement qu'il va être complètement dans les choux, et ça peut aller même jusqu'à faire tomber finalement l'appliance. Donc Carrier Control, pour vous prémunir finalement de ce genre d'attaque, possède en fait tout simplement un module de sécurité qui va permettre de limiter en fait le nombre de connexions permises par une adresse IP. Alors il faut savoir que ça soit des adresses IP publiques, donc venant de l'extérieur, mais aussi bien des adresses IP venant de votre propre réseau informatique. Donc si jamais par exemple un de vos appareils se ferait pirater et que par exemple le hacker utiliserait en fait ce PC comme un PC zombie, les PC zombies en fait qui sont utilisés cette fois-ci pour les attaques DDoS, à l'inverse des attaques DOS,
pour mener une attaque à bien finalement sur d'autres serveurs sur internet. Alors après, je sais qu'il faut faire attention parce que cette limite de connexion, effectivement, c'est bien, mais vous pouvez avoir peut-être potentiellement des serveurs dans l'enceinte de votre réseau informatique qui nécessiteraient plus de 600 connexions. Concurrentes, comme on peut voir dans l'exemple. Alors après, libre à vous, effectivement, vous pouvez définir un certain groupe d'adresses IP ou certains hosts qui pourront bypasser finalement cette limite de connexion. On pourrait citer par exemple les serveurs DNS. Bien entendu, effectivement, vu qu'ils ont tendance à faire beaucoup de requêtes DNS, ça m'étonnerait pas que ceci ait besoin de plus de 600 connexions par source, par adresse IP. Alors, bloquer le malware et tout ce qui est donc contenu malicieux. Donc vous avez les filtres de contenu dans Carrio Control et maintenant, donc comme je parlais tout à l'heure, de la nouvelle fonctionnalité Application Awareness, donc qui est une extension payante dans Carrio Control. Alors il faut savoir d'ailleurs que si vous n'avez pas cette extension, donc l'application awareness dans Carrio Control ne fonctionnera pas. Et maintenant c'est devenu quasiment indispensable étant donné que maintenant vous pouvez vous avez donc des catégories. Vous pouvez sélectionner une certaine catégorie, par exemple une catégorie regroupant tous les sites de Skype. Si jamais vous voulez bannir Skype de votre réseau informatique, mais notamment ces catégories fonctionnent maintenant aussi avec les règles de bande passante. Donc par exemple, si vous voulez pas forcément bannir Skype mais venir le limiter en bande passante, ça c'est faisable maintenant avec l'application awareness de Carrio Control. Donc il faut savoir que cette règle-là, d'ailleurs, vous pouvez voir les différentes catégories, botnet, command, compromised, site criminel, hacking, etc. Donc est une règle créée par défaut sur Carrio Control à l'installation. Donc libre à vous de la laisser cocher. Donc l'antivirus qui va venir, donc comme je répète tout à l'heure, venir scanner le HTTP, FTP, SMTP et POP3. Alors petite particularité pour l'antivirus sur le scanning SMTP, le scanning SMTP en fait ne fonctionnera pas si jamais vous avez un Carrio Connect avec un système de grey listing ou même d'ailleurs un autre serveur serveur de messagerie, même si je préférerais que vous utilisiez Carrio Connect, bien entendu. Mais donc ça ne fonctionnera pas avec le grey listing. Donc si jamais vous avez activé la liste grise de Carrio Connect, par exemple, vous pouvez venir décocher, et de préférence d'ailleurs venir décocher le scanner SMTP sur l'antivirus de votre Carrio Control. Donc voilà, ça c'est juste pour la petite particularité. Maintenant tout ce qui est authentification, donc dans Carrio Control, comme vous devez le savoir, vous pouvez forcer les utilisateurs à venir s'authentifier dès qu'ils accèdent à une page web. Alors après, je sais que ça ne fonctionne pas par contre pour le protocole HTTP si jamais vous n'avez pas activé le décryptage HTTPS. Donc voilà, si jamais par défaut, en fait, même si vous cochez les utilisateurs requièrent systématiquement une authentification pour l'accès à des pages web, ils peuvent bypasser cela s'ils accèdent en premier lieu à une page HTTPS. Donc ils ne seront pas logués s'ils accèdent à une page HTTPS. Il faudra absolument qu'ils se connectent au préalable sur un site donc HTTP, sans sécurité, sans SSL. Donc pour cela il va falloir activer le décryptage HTTPS si vous voulez que ce soit le cas même pour l'authentification HTTPS. Donc ça c'est pour ça, et ensuite vous avez aussi le serveur Radius. Donc sur Carrio Control gratuitement aussi inclus un serveur Radius. Le serveur Radius donc qui vous permet de pouvoir venir activer sur votre hotspot Wi-Fi une notification WPA2.
Enterprise. Donc cette authentification WPA2 Enterprise est finalement l'authentification la plus sécurisée actuellement au jour d'aujourd'hui pour les accès Wi-Fi. Mais la particularité de cette authentification, donc WPA2 Enterprise, c'est que du coup c'est tellement un niveau de sécurité élevé que maintenant juste un mot de passe, comme vous avez l'habitude d'utiliser, par exemple chez vous sur votre Wi-Fi, là c'est pas uniquement un mot de passe qu'il faut taper. En fait, ça va être un login et mot de passe. Donc qui dit login et mot de passe, bien entendu, vous n'allez pas vous amuser sur votre hotspot Wi-Fi à créer un utilisateur, un login par différents utilisateurs qui se connectera à votre Wi-Fi. Donc ce serveur Radius, vous pouvez le connecter ensuite à un Active Directory, à un service d'annuaire, et donc à partir de là, ce qui est vraiment génial avec un serveur Radius, c'est que automatiquement, dès qu'un utilisateur se connecte, donc il doit se connecter avec ses credentials en fait Windows pour accéder au hotspot Wi-Fi, et il sera automatiquement logué en fait sur le Carrier Control. Donc ça c'est toujours pour vous prémunir finalement d'utilisateurs qui se connecteraient sur votre hotspot Wi-Fi avec un WPA en sécurité classique, donc juste un mot de passe, et qui pourraient bypasser un peu les règles de trafic, etc. avec certains applicatifs, certaines applications qu'on pourrait rencontrer sur Android, mais notamment Skype qui utiliserait le HTTPS et qui parfois aurait tendance finalement, si vous n'avez pas activé le décryptage HTTPS, à venir bypasser finalement vos règles de trafic et vos règles de contenu. Vous avez aussi bien entendu, alors ça c'est assez courant maintenant de toute manière, un blocage systématique pour les logins en fait qui auraient été forcés. Donc par exemple un trop grand nombre de tentatives pour accéder à un compte sur le Carrier Control. Donc là systématiquement en fait ce compte va être bloqué pendant 5 minutes. Si jamais donc il y a eu un trop grand nombre d'échous pour le login à un compte de Carrier Control. Donc ça, vous pouvez voir ça en fait dans Domain et User Login et ensuite dans l'onglet Options de sécurité. Configurer un accès à distance. Carrier Control, donc on avait dit tout à l'heure effectivement que si possible, il fallait limiter en fait l'accès à distance à l'interface de Carrier Control. Donc par exemple, vous êtes chez vous et vous voulez accéder au site de votre société. Donc vous allez accéder par exemple l'interface web d'administration du Carrier Control, et cela potentiellement même en HTTPS ça peut être source d'attaque sur votre appliance, et vu que on parle pas juste d'un petit serveur web qui se ferait pirater, là on parle de votre routeur. Donc si bien entendu c'est votre routeur qui se fait pirater, là c'est l'ensemble de votre réseau informatique finalement qui tombe. C'est pourquoi maintenant vous avez aussi MyCarrier, en fait qui est un service cloud et qui vous permet finalement de venir connecter toutes vos appliances, si vous avez par exemple plusieurs produits Carrier, et de venir les connecter sur un même compte MyCarrier Cloud pour tout simplement déjà avoir un système de notification, mais aussi avoir un accès beaucoup plus simple aux différentes interfaces d'administration que vous avez. Et pourquoi en fait c'est sécurisé? C'est que tout simplement en fait, parce que ce qui est bien aussi avec MyCarrier, c'est que vous n'avez pas besoin de login en fait pour accéder à la console d'administration de vos différentes appliances control. Ça marche avec un système de tunnel en fait, tout simplement. C'est que votre Carrier Control systématiquement fera une connexion sortante vers la plateforme cloud MyCarrier, et cette connexion sera toujours en fait établie de façon à ce qu'ensuite quand vous vous connectez sur votre plateforme cloud, vous pouvez accéder via cette connexion sortante de votre appliance à son interface d'administration. Sans login et mot de passe, et du coup ce qui vous permet d'avoir finalement un accès à votre interface d'administration sécurisé. Alors après, vous pouvez me dire effectivement, oui, mais qu'est-ce qui se passe si jamais mon compte MyCarrier se fait pirater, ce qui est faisable. Mais justement, maintenant, c'est quasiment plus le cas, étant donné que vous avez un système en fait de vérification du mot de passe en 2 étapes. Donc vous avez une application sur iOS et Android, MyCarrier,
Donc une fois installé, vous configurez votre compte MyKario dessus et systématiquement quand vous voulez accéder à votre compte MyKario, un SMS, un code de sécurité vous sera envoyé sur l'application de votre smartphone et à entrer en plus de votre login, de façon à avoir donc une authentification en 2 étapes. Le reverse proxy, donc ça on l'a dit tout à l'heure, effectivement c'est dans le cas si vous voulez héberger plusieurs serveurs web dans l'enceinte de votre réseau, donc maintenant ce qui est faisable, ce qui existe déjà depuis pas mal de temps d'ailleurs. Et n'oubliez pas finalement aussi d'aller faire des petits checks, alors ça on l'a vu sur les précédents webinaires sur la sécurité informatique, mais venir vérifier systématiquement, on va dire mensuellement ça serait bien, mais bon, de venir systématiquement vérifier que votre certificat SSL respecte les normes de sécurité. Pour cela vous avez des sites web sur internet. Vous avez juste à taper votre hostname et ce site web va venir vérifier votre certificat SSL et l'approuver ou non. Si jamais ce certificat SSL ne respecterait pas les standards de sécurité, alors là après il faudrait aller voir votre fournisseur de certificat SSL, peut-être lui demander un nouveau dans le cas où il aurait expiré, ou sinon tout simplement un certificat qui respecterait en fait les standards de sécurité d'aujourd'hui. Le VPN, donc effectivement sinon au maximum ce que vous pouvez faire si vous voulez accéder en fait à l'enceinte de votre réseau, c'est effectivement d'utiliser les services VPN, étant donné qu'ils sont illimités sur Kario Control et non licensés, donc gratuits. Ce qui permet en fait tout simplement d'éliminer un maximum en fait de ports de services en fait qui seraient facilement attaquables depuis l'extérieur. Par exemple on peut citer les services, tout ce qui est RDP, bureau à distance, VNC, ça il est non recommandé de venir le natter finalement de façon à pouvoir y accéder depuis l'extérieur. Donc pour cela on va préférer utiliser un tunnel VPN ou une connexion VPN pour accéder à ces types de services, l'histoire qu'on soit d'abord dans l'enceinte du réseau avant d'utiliser ces services. Alors voilà, le webinaire touche à sa fin. Nous passons maintenant à la phase de questions-réponses. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions du coup suite à ce webinaire. Alors, vous avez un chat à votre disposition. Finalement dans le client Mikogo. Alors je sais pas si via le browser en fait vous avez ce chat là. Si vous n'avez pas ce chat là, alors ne vous inquiétez pas, vous pouvez de toute façon envoyer vos questions là sur ce webinaire à l'adresse support@sienerinformatique.com. J'y répondrai avec plaisir, pas de souci. Pour les autres, ceux qui ont accès au client Mikogo, donc n'hésitez pas, là c'est le moment si vous voulez poser vos questions, même si vous voulez poser des questions un peu plus avancées, effectivement, vu que ce webinaire était tout de même assez basique finalement sur Kario Control. Les différentes... Alors pour clôturer du coup ce webinaire, donc on a vu en résumé segmenter votre réseau pour les bonnes pratiques, garder vos systèmes à jour, surveiller quotidiennement si possible, ce serait bien, des comportements suspicieux dans l'enceinte de votre réseau. Donc on a vu tout à l'heure par exemple avec les logs, les filters, les security, etc. Bloquer si possible tout le trafic qui peut être assez intrusif sur votre réseau, le peer-to-peer, etc. Bloquer au maximum donc tout ce qui est contenu malicieux, malware et compagnie. Systématiquement demander des authentifications pour n'importe quoi, en fait pour n'importe quel appareil sur votre réseau, et si possible des authentifications sécurisées. Maintenant les nouveaux standards, donc on a dit par exemple pour le Wi-Fi qui était le WPA2 Enterprise, donc là qui nécessite un serveur Radius et une connexion à un service d'annuaire.
Configurer votre accès à distance. Du coup, je vous invite à aller voir sur le site my.kerio.com pour vous dès aujourd'hui créer un compte gratuit sur MyKerio de façon finalement donc à avoir un accès à vos différentes appliances Kerio. En sachant que d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi avec MyKerio, c'est que vous pouvez aussi faire vos backups donc de Kerio Control et de Kerio Operator, les backups donc de la configuration directement sur MyKerio, et cela gratuitement et de manière illimitée. Ensuite, les différentes ressources qui sont à votre disposition. Alors, je vous laisserai visiter du coup le site kb.kerio.com où là vous pouvez voir les différents KB vous expliquant et vous montrant comment venir en fait au maximum sécuriser votre réseau informatique. Donc on peut voir les différents numéros. Alors ça, si vous voulez, je pourrais vous l'envoyer par mail à la suite de cela. Gardez vos systèmes à jour. Donc vous avez un KB, pareil pour cela. Voilà. Donc vous pouvez voir que vous avez vraiment un KB, un article, vous parlant systématiquement de tout ce dont on a vu en fait lors de ce webinaire.